C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette rencontre solennelle et historique portant sur la tenue des consultations régionales de l'ensemble des forces vives de la région d'Agadez. Consultations qui se tiennent sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la prestigieuse cité légendaire de l'Aïr, en prélude au dialogue national inclusif annoncé depuis le 18 août 2023 par son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers participants, permettez-moi à l'entame de mon propos de m'acquitter de l'agréable devoir de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et de remercier sincèrement au nom de l'ensemble des populations de la région et en mon nom propre, toutes celles et tous ceux qui ont de toutes nos contrées lointaines effectué le déplacement d'Agadez en si peu de temps, malgré leurs multiples occupations. Un remerciement également à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux membres du CNSP et du gouvernement pour avoir choisi la région d'Agadez pour le lancement des consultations régionales en prélude au dialogue national. Mesdames et Messieurs, forces vives de la région d'Agadez, je considère votre forte mobilisation comme étant la parfaite manifestation de l'intérêt que vous attachez aux questions de bonne gouvernance, de justice équitable, de paix, de sécurité, et celles relatives à un développement socio-économique harmonieux pour notre pays en général et pour la région d'Agadez en particulier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier et féliciter le CNSP et le gouvernement de transition pour cette initiative hautement louable sur le dialogue inclusif national. Dialogue qui permettra d'intégrer toutes les réflexions axées sur les priorités ainsi que sur les mécanismes permettant de favoriser la refondation de la nation sur la base de valeurs fondamentales et de principes clairement affirmés. Mesdames et Messieurs, chers participants, dans le contexte actuel que traverse l'espace sahélo-saharien en général et notre pays en particulier, il y a effectivement urgence et nécessité à développer des initiatives nouvelles susceptibles de créer les conditions d'un développement harmonieux et durable dans la paix et la quiétude sociale et à même de répondre aux nombreuses sollicitations de nos vaillantes populations. C'est en cela que l'organisation de ces consultations régionales et nationales trouve toute sa justification. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir élaboré les thèmes de référence de nos assises régionales et obtenu les résultats des premières consultations de base autour des différentes représentations communales et départementales, ainsi que celles des différentes structures, associations, organisations et couches socio-professionnelles, il nous reviendra de travailler pour produire la synthèse des différentes contributions déjà transmises au niveau régional et dégager la quintessence finale qui constituera le mémorandum de notre région attendu pour le dialogue national. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, je fonde l'espoir pour que la tenue de ces consultations inclusives et participatives soit une opportunité, un espace qui puisse favoriser les échanges, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais aussi et surtout une occasion de permettre à chacune et à chacun d'entre nous de se prononcer sans tabou sur les importants sujets qu'il nous appartiendra d'examiner ensemble et portant sur les thématiques suivantes qui nous ont été fixées. 1. La définition des principes fondamentaux devant régir la transition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. 2. La définition de la période de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. La définition des priorités nationales durant la période de transition, prenant en compte nos spécificités régionales. Et 4. Le rappel des valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Au regard de ces différentes thématiques, nous comprenons aisément toute l'importance que revêt pour la région d'Agadez la tenue des présentes assises, surtout à un moment où notre environnement socio-économique régional reste encore caractérisé par la persistance d'une insécurité résiduelle, d'une criminalité transnationale organisée dans divers trafics,
et d'un chômage des jeunes à se prononcer. En effet, les résultats de nos travaux contribueront sans nul doute à la définition des intérêts vitaux et stratégiques de notre nation dans son ensemble, à l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de notre pays dans toutes ses dimensions, de son indépendance véritable et de la dignité de son peuple, ainsi qu'au rayonnement du Niger dans toute la sous-région et sur l'ensemble du continent africain. Le peuple nigérien doit enfin et pour toujours pouvoir être maître de son avenir et de son propre destin. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers participants, avant de terminer mon propos, permettez-moi de féliciter et d'encourager une fois de plus l'ensemble des forces vives de notre région pour leur engagement sans faille dans cette nouvelle dynamique d'envergure nationale. Au regard de la qualité des participants aux présentes consultations régionales et de leurs compétences avérées, je n'ai aucun doute sur la qualité des résultats qui en découleront. Je fonde l'espoir que cette rencontre permettra sans nul doute, conformément à l'objectif recherché, non seulement de renforcer le cadre de collaboration entre toutes les filles et tous les fils de la région, mais aussi d'assurer une mobilisation sans précédent des énergies et du savoir-faire de toutes et de tous qui puissent permettre à cette transition du CNSP et de son gouvernement d'atteindre les nobles objectifs qu'elle s'est donnés. Je voudrais particulièrement saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des membres du CNSP et du gouvernement, dont les orientations et directives seront vivement accueillies pour améliorer la qualité du travail effectué par les forces vives de la région d'Agadez. Vive le Niger libre, souverain et prospère. Vive le CNSP. Vive les forces vives de la nation. En avant pour la patrie. Je vous remercie. Nous, chefs traditionnels de la région d'Agadez, proposons une transition d'une durée de 3 à 5 ans pour permettre au CNSP de dresser notre chère patrie qui a tant souffert pour nous conduire vers un Niger meilleur et une vision claire de notre futur. De prime abord, mettre en place un organe consultatif national avec les désignations très minutieuses et réfléchies de ses membres selon leurs compétences, leur moralité et surtout politiquement neutre et choisi à l'issue d'une enquête de moralité minutieusement effectuée. Il faudra placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. En second lieu, dépolitiser l'administration publique afin qu'elle soit plus efficace. Une administration au service des usagers, respectueuse de tous les principes, plus particulièrement celui de neutralité, afin qu'elle puisse assurer sa mission qui est d'assurer l'application des lois et les règlements, maintenir l'ordre et la sécurité des citoyens, garantir la bonne marche des services publics et se conformant aux situations données par le pouvoir exécutif. En troisième lieu, respecter la neutralité politique de la chefferie internationale ainsi que tous les autres corps apolitiques tels que prévus dans les textes et règlements. Et en quatrième lieu, pour ce qui est de la nomination des cadres du commandement, nous avons une totale confiance en nos RTS. Et à part la nomination des civils, nous suggérons dans l'avenir de composer avec eux, car en quelques mois de gestion, ils ont démontré leur savoir et leur capacité à bien gérer, car avant, ayant apporté des changements tangibles dans pas mal de domaines de notre vie quotidienne. Au sens large, il faudra refonder et restaurer la souveraineté de notre pays, mettre en place une justice forte, juste et équitable, respectueuse des tests, une justice indépendante et instaurée, une justice sociale fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans distinction, de bénéficier du progrès économique et social de leur pays. Solidariser le peuple nigérien dans la paix,
la dignité et la cohésion sociale, qui sont le socle d'une paix et d'une sécurité durable pour un développement harmonieux de notre pays. Car, comme l'a dit le Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins que le CSP est capable, il est à mesure de nous conduire dans les lendemains meilleurs. Soyons donc unis derrière nos dirigeants et faisons attention aux déstabilisateurs déguisés, aux vendeurs d'illusions, des vrais pyromanes qui allument le feu et l'attisent et après viennent jouer au pompier. Le Niger aujourd'hui compte sur l'effort de tous ses fils, sans exception pour bâtir un Niger meilleur. Le CSP est venu en sauveur du peuple et de la patrie du Niger. Nous souhaitons le plus profond de nos corps que la politique soit un instrument indépendant. Raison pour laquelle nous devons faire attention au choix des hommes qui nous dirigeront. De même pour ne pas tomber dans le même piège en commettant les mêmes erreurs du passé et repartir encore sur des décennies de souffrance et d'incertitude. Enfin, nous disons à tous ceux qui ont acquis leur richesse illicitement sur le dos du peuple nigérien qu'un bien mal acquis n'en profite jamais. Et au jour du jugement dernier, qu'ils répondront tous de leur forfaiture, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré en ce sens: toute viande de porc qui se nourrit de corruption est prédisposée au feu, rapporté par Ibn Jar. C'est ça le moment. Je ne finirai pas le propos sans implorer Allah le très haut et le très miséricordieux à ce qu'il descende sa grâce et sa miséricorde sur notre pays et qu'il le préserve de tout mal et de tous ceux qui veulent l'unir. Je vous dis en avant pour une vie pleine de modestie, d'humilité et de simplicité dans une vraie transition, gage d'une alternance politique et économique juste. Je vous remercie. Chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil, Monsieur le maire, honorable sultan de l'Aïr, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à Agadez. Agadez qui est cette ville historique que tous nous aimons. J'avais un discours que je devais prononcer, mais les échanges que nous venons d'avoir me dispensent de le prononcer. Parce que vous nous avez donné de la matière qui nous permet évidemment de faire un échange rapide en réaction de ce que vous avez eu à exprimer. J'ai retenu deux interventions importantes, celle du gouverneur. L'essentiel des faits et gestes du gouvernement et du CNSP se retrouve dans ce qu'il a eu à dire. C'est comme s'il est membre et toujours présent tous les jours de ce que nous faisons. J'ai retenu aussi l'intervention du représentant des chefs traditionnels. Il a dit une chose essentielle. Il faut que tout ce que nous posons comme acte, que nous disions, qu'on n'est pas seul, qu'il y a une main supérieure qui nous regarde, que nous avons des comptes à rendre. Un jour, je sais qu'en le disant, il pensait probablement à deux passages importants à la fois du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salam. Le premier concernant le Coran, c'est lorsque Dieu dit « Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah »
craignez ce jour où nous allons le rencontrer. Ce jour-là où nous serons tous jugés, où personne ne sera lésé. Je suppose qu'il n'y a pas meilleur conseil, meilleure référence que celle-là. Puis il y a une deuxième référence, c'est en ce qui concerne le prophète alayhi salatu wassalam. On oublie bien souvent que la responsabilité, elle est sur le cou à la fois de ceux qui dirigent, mais également ceux qui sont dirigés. Chacun d'entre nous est un berger à qui on demandera des comptes. Les responsables de l'USN sont des responsables à qui on demandera des comptes. Les FDS ici, on leur demandera des comptes. Vous, les journalistes, on vous demandera des comptes. Donc, chacun a une partition à jouer en termes de responsabilité. Je pense que c'est un tournant important de notre pays où, quand j'ai entendu le représentant des associations islamiques qui nous rappellent que nous devrions tout faire pour que chacune de nos actions soit inscrite de manière à craindre Dieu, de manière à ce que chacun d'entre nous soit concerné par ce que nous devons faire pour notre pays. Le chef de l'État, le général Tchani, je peux vous le garantir, jusqu'à ce que nous nous séparions avant-hier, depuis le 8 août que j'avais mis les pieds dans ce pays, chacun des actes que je l'ai vu poser, il le fait dans la crainte de Dieu. Nous sommes bien sûr des êtres humains. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais nous souhaitons que vos prières quotidiennes et permanentes soient formulées de manière à ce que nous restions tous sur cette voie-là. Je sais que depuis le 26, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles on n'avait pas suffisamment communiqué. La plupart des préoccupations que j'ai vues dans ce document important que vous avez préparé, et j'ai bien apprécié la proposition qui a consisté à intégrer toutes les préoccupations et interventions qui jusqu'ici ne se retrouvent pas. Le président Anako l'a dit et le représentant de l'association des droits humains également. Le gouverneur vient de le dire. Profitez de l'occasion avant la rencontre qui sera fixée très bientôt, Inch'Allah, pour que ce mémorandum soit le plus possible consensuel et inclusif. Prenez en compte l'ensemble de vos préoccupations. Agadez, bien sûr, surprendra toujours par la qualité de ses actions. Je peux considérer que c'est vraiment, vous êtes les premiers de la classe. On a commencé ici. Quand je regarde toutes les propositions, allons-y. Je crois qu'il y a 5 points essentiels. Pour résumer, vous avez dit restauration de la dignité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Vous savez, ces gens-là ne dorment quasiment pas. Je suis étonné de voir comment d'ailleurs ils résistent. Tous les matins, de 8h à 10h, ils se retrouvent pour discuter et statuer sur la sécurité des personnes et des biens de notre pays. Ce n'est pas fini. Les membres du gouvernement, comme le colonel-major Abdraman, après 10 heures, va travailler dans son ministère jusqu'à 18 heures. À partir de 18 heures, il se retrouve de nouveau autour du chef de l'État, quelquefois à des heures indues, des heures reculées, 1h du matin. Ça, c'est tous les jours. Et c'est la question fondamentale de la sécurité qui est au cœur de ça. On parle de ces hommes en tenue, mais vous ne pouvez pas imaginer, ils ne parlent pas. Vous ne pouvez pas imaginer comment ils travaillent pour leur pays,
comment ils luttent, comment ils restent éveillés pour que nous dormions, pour que nous circulions. Donc, cette préoccupation de sécurité, elle est parfaitement bien prise en compte avec les moyens qui sont les nôtres, avec la détermination de nos frères du corps habillé. Il faut leur reconnaître cette dignité, cet engagement et cette volonté à défendre notre territoire. Lorsque le ministre des Affaires étrangères d'un pays voisin les a attaqués, je n'ai pas résisté à la tentation de réagir immédiatement en disant que ce sont les mêmes, à un moment donné, qui se sont retrouvés sur leur propre territoire là-bas pour les défendre pendant que eux, leurs militaires, fuyaient devant l'ennemi. Donc, soyez rassurés que sur cet aspect, il n'y a rien à dire. Nous avons une hiérarchie militaire soutenue par l'ensemble des FDS qui travaillent pour la dignité, qui travaillent pour la souveraineté et qui travaillent pour la territorialité de notre pays à protéger. Je sais que vous avez dû voir comment, vous avez dû entendre comment les forces étrangères, notamment françaises, ont dû se résoudre à quitter nos territoires. C'est d'abord ce compartiment de notre société, mais c'est aussi vous, en tant que population. C'est un peuple qui est resté debout depuis le 26. Aujourd'hui encore, si vous arrivez à Niamey, autour de la base aérienne, vous verrez des jeunes engagés qui, nuit et jour, veillent et demandent à ce que notre territoire soit libéré. Et il le sera, Inch'Allah. L'émergence économique et diplomatique du pays. J'ai bien retenu que c'est des propositions que vous faites pour qu'on diversifie et qu'on mette en valeur l'essentiel de nos richesses. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en train de regarder tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région que l'exploitation de nos minéraux, en réalité, n'a pas servi notre peuple. Non. À Arlit, ici, sur la route dite de l'uranium, on voit bien ce qui se passe. J'aime bien ce que Kaoussen a dit, il a rappelé. Je sais que c'est totalement dégradé. Mais je vous informe que j'ai fait venir un expert de la Banque africaine de développement qui a déjà fait cette route-là il y a à peu près 4 semaines pour voir comment travailler sur sa réhabilitation. Il a séjourné ici, il est allé jusqu'à Arlit, puisqu'il fallait qu'il voie un peu Agadez Arlit, puisque ça constitue la transsaharienne. Je connais un peu la transsaharienne, puisque avant de quitter le gouvernement, on a dû travailler sur ce tronçon, mais également à la Banque africaine de développement où j'étais encore 5 mois. Nous avons beaucoup insisté avec la partie tchadienne pour que la Banque africaine de développement boucle tout le financement jusqu'à l'arrivée de la frontière nigérienne, à partir de Rigrig, Daboua, frontière du Niger. Le financement est bouclé grâce à l'engagement du Dr Adesina de la Banque et de tous les Africains qui voudraient voir un peu comment réaliser ce tronçon qui est très important pour nos économies. Et il n'y a pas que la route transsaharienne, il y a également ce qu'on appelle la DTS. C'est la fibre optique qui suit à peu près le même trajet et qui va sur l'Algérie. J'ai noté qu'il y a une proposition de renforcer notre coopération avec ce pays voisin, frère. Je vous informe qu'il y a à peine 4 jours, j'ai dû demander au ministre des Affaires étrangères du CIRAM pour échanger avec les autorités algériennes sur la nécessité de réveiller tous ces projets que nous avons en commun. L'utilisation des ports algériens pour permettre à nos importateurs de pouvoir faire venir de la marchandise, également destiner cette sortie-là pour les produits futurs que nous serons amenés à mettre en place.
Il a été aussi en Libye, quelqu'un a parlé il y a 2 jours, pour parler avec les autorités libyennes. Tout ça dans le but d'intensifier nos relations avec l'ensemble de nos voisins et permettre à ce que nous ayons les accès nécessaires à la mer. Vous avez parlé du renforcement de l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la solidarité nationale. C'est très important ce que vous avez fait parce que c'est ça qu'on vit cela depuis pratiquement le 26. Jamais on n'a vu les Nigériens aussi ensemble ou ce bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous se réveiller, se mettre la main et espérer et se dire nous avons un pays en commun, nous avons un destin en commun et nous avons une obligation de cheminer ensemble. Donc, au niveau du CNSP et du gouvernement, c'est notre boussole essentielle. Travailler à cultiver cette valeur qui est essentielle pour nous. J'ai noté la restauration d'un modèle démocratique centré sur nos réalités et valeurs socio-culturelles. Vous avez pleinement raison. Pour la petite histoire, vous avez appris que la francophonie nous a suspendus il y a quelques jours. Ils ont attendu 5 mois pour le faire. Il y a eu une réaction immédiate pour d'abord rappeler que si elle existe, c'est parce que un de nos chefs d'État a été au centre de sa création, la CCT qui est devenue la francophonie. Nous avons dit évidemment que nous-mêmes, nous suspendons notre participation à ce machin, permettez-moi le terme. Et le chef de l'État a insisté pour que nos langues nationales, on revienne sur l'usage de nos langues nationales dans nos écoles. L'éducation, elle est au cœur de toutes les priorités. C'est évident. Toute cette jeunesse que je vois, et ceux qui sont un peu derrière, c'est ça qui est l'avenir. Si on ne donne pas l'éducation qu'il faut, à travers une réforme profonde, ben on va où alors? Donc c'est une préoccupation essentielle. Pour vous donner un exemple, vous avez vu pour la première fois depuis plusieurs années, il n'y a que cette année où on a pu effectuer la rentrée scolaire à temps et que chacun des élèves a pu avoir accès à ces manuels pour aller à l'école. C'est la première fois. Donc c'est une priorité. La question de la gouvernance. Vous avez raison, c'est une valeur essentielle. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, on ne sait rien faire. On a beau avoir tout à sa portée, lorsqu'on oublie ce sens de responsabilité, ce rappel qu'on nous devons rendre compte. J'ai entendu quelqu'un parler de la reddition de comptes, c'est sûr, ça c'est ici. Ceux qui gèrent l'argent public doivent répondre, parce que le principe même d'une loi de finances, lorsque le peuple désigne ses représentants au Parlement, le gouvernement va demander la permission de collecter les ressources sur vous, les citoyens. Vous contribuez. Donc, vos représentants, nos représentants, donnent l'autorisation au gouvernement pour faire ce prélèvement de ressources. Et ils lui donnent aussi en même temps l'autorisation de dépenser. C'est pour vous dire que l'argent public étant sacré, c'est le peuple, lui, qui donne l'autorisation de le prélever, qui donne l'autorisation de l'utiliser. Donc c'est ça la loi de finances. Quand vous voyez au Parlement, on vote. Mais une année plus tard, il faut encore revenir devant ce Parlement qui a donné l'autorisation et lui rendre compte de comment cet argent a été utilisé. C'est ça que les techniciens disent, la loi de règlement. Comment on a utilisé. Donc, je fais le lien avec ce qui pourrait étonner ceux qui nous ont mis sous un régime de punition, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Comment on arrive à fonctionner jusqu'à aujourd'hui? Comment, lorsque ces institutions-là ont pris en otage l'argent que vous avez accepté de mettre en place, c'est-à-dire ce sont vos impôts que vous avez payés, et on a demandé à la BCEAO de les garder, c'est un gardien. Et un beau jour, les gens se réunissent, ils disent, vous ne pouvez plus avoir accès à ça. C'est une prise d'otage. Mais aujourd'hui,
avec toutes ces sanctions, fermeture de frontières, coupure d'énergie qui nous vient du pays voisin, il faut se demander comment est-ce qu'on a pu tenir jusqu'à aujourd'hui et comment on tiendra, Inch'Allah, jusqu'à demain. C'est très simple. C'est par le biais de cette bonne gouvernance. On collecte, on gère dans la crainte de Dieu. Et je voudrais me référer à un autre point important qui est la redevance minière. Je viens de voir que de 2011 à aujourd'hui, Agadez, qui est la zone qui aurait pu être celle qui mobiliserait, qui aurait plus de droits, n'a rien encaissé. En tout cas, jusqu'en 2010, le 18 février 2010, quand on quittait le gouvernement, nous avons payé. Nous avons veillé à ce que ces redevances reviennent dans la région d'Agadez. Et je pense qu'on en parlait tout de suite avec le gouverneur. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Les droits, en tout cas dans la mesure du possible, nous ferons tout également pour que ce droit qui revient à Agadez revienne à Agadez. E-commerce, ça concerne la base américaine qui est dans la région d'Agadez. Bon, vous avez dû voir dans les médias qu'on a reçu la sous-secrétaire d'État adjointe américaine en charge de l'Afrique. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais nous lui avons dit deux choses. Le Nigérien retrouve sa fierté, il retrouve sa dignité, il retrouve sa rage de vaincre. Et il préfère aujourd'hui, devant les Américains que jusqu'ici nous considérons comme des alliés, le Nigérien préfère voir des acteurs économiques, des investisseurs américains au Niger plutôt que des militaires américains ici. Nous lui avons dit ça. À cet égard, j'ai rappelé qu'avant, en tout cas jusqu'à fin 2010, il n'y avait pas un seul militaire étranger sur notre territoire. Et il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Je lui ai dit que comment pouvez-vous nous empêcher d'établir une corrélation directe entre la présence de ces militaires et la présence des terroristes? On ne peut plus accepter ça. Je lui ai dit que nous savons quand les Américains considèrent un peuple ami et allié, il va jusqu'au bout. On les a vus en Israël, on les a vus en Ukraine. Et s'ils se considèrent comme des alliés à nous, ils doivent nous aider. Ou alors, ils doivent partir. Il n'y a plus de peur à exprimer. Donc, ce que vous êtes en train de dire, notre gouvernement travaille à parler avec eux. Et c'est vrai, nous sommes ouverts à cela. La CEDEAO, vous savez, dans la précipitation la plus absolue, ont décidé de punir notre peuple. Vous avez entendu dire que c'est le Niger qui ne veut pas négocier, que le gouvernement ne veut... Non, c'est des histoires, ça. On a tout fait, malgré l'injustice, malgré le caractère inique et illégal, parce que dans aucune disposition du traité de la CEDEAO, vous ne verrez une disposition qui dit de fermer une frontière ou de punir un peuple au point de l'empêcher d'avoir accès aux produits de première nécessité. Le produit de première nécessité, c'est quoi? C'est le médicament, ce sont les denrées alimentaires, c'est l'énergie. Il n'y a rien, aucun traité, aucune disposition, aucune. Mais malgré ça, le général Tchani a dit, ok,
on travaille pour notre peuple. Même si le Nigérien est quelqu'un de fier, il va taire cette fierté-là momentanément. On accepte les conditions que nous pose pour lever ces punitions. C'est d'abord accepter de parler. Donc vous avez dû voir beaucoup les oulémas aller, revenir. Eux, ils sont allés également, 4 ministres. Le ministre directeur de cabinet, le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères. C'est des ministères de souveraineté quasiment qui se sont rendus au Nigeria pour rencontrer le gouvernement nigérian et la CEDEAO. Quelle meilleure preuve pourrions-nous donner que celle-là où, malgré l'injustice, on a quand même accepté d'aller vers eux. Donc on a rempli cette condition. Ils ont dit qu'ils voulaient, lors de leur passage au Niger, avoir accès à l'ancien président déchu. Parce qu'ils ont mis dans tous leurs médias, notamment occidentaux, qu'il est malade, qu'il est dans de mauvaises conditions. Le général Tchani a dit, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs moi-même, d'ailleurs en compagnie du colonel Ibro, qui les avons accompagnés. Lui-même a dit qu'il est en bonne santé. Lui-même. Et il est dans le palais présidentiel. N'oubliez pas que le président Jory a fait 13 ans dans un camp militaire, renversé par un coup d'État. N'oubliez pas que Ousmane Mahaman est resté des semaines dans un camp militaire. Le président Tanja, on l'a même amené dans une prison civile pendant plus de 15 mois. Avec son propre fils. Les deux ont contracté les maladies qui les ont emportés. On n'a jamais entendu la CEDEAO ni ces pays occidentaux dire il faut les relâcher, etc., etc. Le président déchu est traité avec dignité. Et notre peuple n'a jamais, ces militaires qui renversent les régimes, jamais, ils n'ont touché à un seul cheveu. Nous-mêmes, on a été emprisonnés quand on a été renversés. On était à la gendarmerie, à l'école de police. Mais ces hommes en tenue nous ont respectés. Jusqu'à ce que l'histoire nous a totalement lavé de ce que nous était reproché. Je souligne que le président Tchani est encore dans, moi j'appelle ça célibatérium de la garde présidentielle. Par hasard, je suis allé chez lui, je ne suis jamais allé, je suis allé une fois la nuit, mais j'ai dit, mais monsieur le président, vous êtes à ce niveau-là. Il a préféré que le président déchu reste là où il est, avec le traitement dû à son rang d'ancien président. Et c'est ça que nous avons dit à tous ces partenaires qui en ont fait une fixation. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous qui souffrez nuit et jour, que nos populations qui souffrent nuit et jour, que ceux qui sont dans la zone de Tillabéri, où les enfants ne vont pas à l'école, où leurs parents sont attaqués, ou la région de Difa. Mais pourquoi ces 26 millions de Nigériens, ces institutions-là, ne regardent pas leur situation? Donc il y a à se demander pourquoi. Mais la détermination qui est la nôtre fait que les décisions seront prises par les Nigériens eux-mêmes de ce qui arrivera, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'autres points importants, notamment sur les pays qui nous ont soutenus. C'était un honneur pour nous de compter parmi nous les 2 premiers ministres des pays de l'AES. Vous savez, en réaction à la menace d'utiliser la force contre notre pays, tout le monde est témoin de ce que le Burkina Faso et le Mali ont fait.
ils ont d'abord refusé d'appliquer les punitions contre notre peuple, mais ils ont dit « nous rentrons en guerre si on touche le Niger ». Et ce n'était pas une vue de l'esprit. Ils ont mobilisé leurs armées. Qu'ils en soient remerciés. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Eux-mêmes savent ce que notre armée fait pour les aider à combattre le terrorisme. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais eux-mêmes savent. Il y a un deuxième aspect important, c'est celui d'approfondir la création de cette alliance en la reposant sur la mise en œuvre des projets de développement. Et c'est ça qu'on a décidé de faire ensemble pour que nos peuples décident d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une disposition essentielle dans la charte qui crée cette organisation. Aucun franc ne sera admis de quelqu'un d'autre. Nous allons nous-mêmes mobiliser nos ressources pour les faire fonctionner. Donc, il est important que vous le sachiez. Il est important que vous sachiez que des pays comme le Tchad a refusé d'entrer en guerre contre nous. La Guinée nous a soutenus. La Guinée équatoriale. Donc c'est important que vous sachiez tout cela. Le pays par lequel transite le pipeline a été cité comme celui qui devait venir dans le cadre de la négociation, puisque le dernier sommet de la CEDEAO a décidé que nous devrions accueillir 2 pays, 3. Finalement, nous avons dit les 2, ça nous contente. La Sierra Leone et le Togo. C'est un pays qu'il faut également remercier, parce que c'est le pays qui nous a accordé l'accès à ces ports pour que nous puissions faire les importations nécessaires pour notre peuple. C'est très important que vous sachiez cela. C'est très important que vous sachiez que vis-à-vis du peuple nigérian, nous n'avons aucun problème. Comme je l'ai dit dans une interview, autour du président nigérian, il y a quelques personnes bien connues qui poussent au maintien des sanctions contre notre pays, qui poussent encore aujourd'hui à ce que nous soyons attaqués. Mais ils ne le feront pas, Inch'Allah. Et je dirais toujours qu'il nous faut remercier les populations du nord du Nigeria. Vous prenez de Dosso jusqu'au lac, les 5 régions du pays qui sont Difa, Zender, Maradi, Tawa et Dosso font face sur les 1500 km de frontières à 7 régions du Nigeria. Donc, de part et d'autre, c'est des parents. Systématiquement, ces populations se sont levées pour dénoncer cette propension à vouloir nous attaquer et ces mesures de punition que la CEDEAO, avec à sa tête évidemment le gouvernement nigérian, essayait de faire. Donc, on distingue bien les choses. Les populations du Nigeria, les chefs traditionnels nigérians du Nord, les oulémas, les opérateurs économiques sont avec notre peuple. Et nous leur reconnaissons cela. Je voudrais, avant de terminer, rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que celui qui a le monopole de la décision, c'est-à-dire le chef de l'État, le général Tchani, a voulu que je vienne moi-même ici. Il faudrait que dans la région, vous sachiez que les représentants de l'État sur place, c'est le gouverneur de la région. Le gouverneur de la région, c'est le représentant du chef de l'État. Quand le gouverneur vous dit une chose, et je voudrais le remercier pour le travail en parfaite intelligence que nous avons suivi, que vous faites ensemble. Quand vous le voyez agir,
c'est qu'il le fait au nom de l'État. Nous savons qu'il y a des gens qui font le tour du pays, qui vous réunissent. De quel droit ils vont vous réunir pour vous dire des choses? Non. S'ils arrivent, c'est le gouverneur qui décide s'ils doivent rencontrer X, Y. On ne doit pas vous tirer de vos occupations quotidiennes. Vous êtes trop cher. Il faudrait qu'on rompe avec cette habitude chaque fois de réunir les gens. Tout celui qui vient, on vous réunit dans une salle, on vous raconte des histoires. Vous devriez être là que quand c'est nécessaire, quand ça engage votre destin et quand c'est le représentant légitime de l'État qui demande d'être là. C'est-à-dire cette souveraineté-là, elle revient entre vos mains. C'est vous qui allez décider. Et j'aime bien le rappel de notre religion. On a d'autres frères, d'autres religions, mais je suis sûr que c'est de la même façon. On sait que l'intermédiaire entre celui en qui nous croyons de toutes nos forces, qui est le prophète Mohammed, c'est l'ange Gabriel. Dieu l'envoie. Il a reçu directement un message. Directement. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, consulte-les sur chacune de leurs affaires. C'est-à-dire le peuple là, c'est ça la réalité. Tout celui qui ne consulte pas son peuple, il fait fausse route. Je termine en faisant référence à celui qui a parlé d'une élection transparente. Mais vous avez raison, tous les problèmes qu'on a en Afrique ou chez nous, c'est justement ces élections qui sont souvent entachées de beaucoup d'irrégularités. Quand quelqu'un va exprimer souverainement un vote qu'il fait et que cela est dévoyé, mais c'est tout à fait normal que des problèmes arrivent. Et d'ailleurs, on ne ferait rien de bon, même Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc vous avez raison. Ce travail que nous faisons, lorsque vos représentants seront à Niamey, il faudra que vous sachiez en venant que vous avez entre vos mains la responsabilité de représenter toute la population de la région. Alors exprimez clairement les choses, la vérité, la vérité, la vérité. Donc voilà, Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, on va s'arrêter là. Le principal message, c'est celui du Président qui vous salue, qui vous exprime toute sa reconnaissance. Il suit tous les jours les soutiens que cette région-là apporte au travail que nous faisons. Et soyez-en sûrs que cette première étape que nous venons de consacrer, justement, montre que Agadez a pris déjà de l'avance, que vos préoccupations, on les a bien intégrées. Essayez de vous concerter pour que, de manière inclusive, le document que vous aurez en main soit celui qui reflète vos vraies préoccupations et pour l'ensemble de ceux qui sont ici. Encore une fois, je voudrais vous remercier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la région d'Agadez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Kaoussen l'a dit, il faudra les moyens du mieux qu'on le pourra. On fera tout pour doter notre armée des moyens qu'il faut pour qu'elle continue de travailler pour notre peuple. Que qu'Allah bénisse le Niger, je vous remercie.